J'ai pris l'avion pour Lyon, sans prévenir mon fils. En arrivant devant sa porte, il y avait une petite pancarte, lune de miel, ne pas déranger. Lorsque j'ai confronté ma belle-fille, elle m'a dit, une cérémonie pour seulement 800 personnes, uniquement les plus importantes. Alors, j'ai décidé de geler leur compte en banque. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec le nom de la ville depuis laquelle vous m'écoutez, pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour d'une mère puisse être si facilement écarté. À 63 ans, je pensais avoir tout connu du chagrin. J'avais enterré mon mari Robert quand Mathieu n'avait que 12 ans. Je l'ai élevé seul, traversant ses révoltes d'adolescent, et j'ai payé ses études en enchaînant les services à la brasserie. Je croyais que perdre Robert était la pire douleur que j'aurais à endurer. J'avais tort. La chaleur moite de Lyon en plein été m'a frappée comme un mur en sortant de l'aéroport Saint-Exupéry. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone pour commander un VTC. Mathieu ne savait pas que j'arrivais. C'était tout le principe. Le lendemain, c'était son 35e anniversaire et je voulais lui faire la surprise. Je préparais ce voyage depuis des mois, mettant de côté chaque euro gagné grâce à mon travail à temps partiel à la bibliothèque municipale. C'était mon premier vol en plus de 10 ans. Je m'étais agrippée à la coudoir pendant le décollage, l'estomac noué d'excitation et de nervosité. La femme à côté de moi avait souri gentiment en remarquant mes doigts crispés. « Premier vol ?» avait-elle demandé. J'avais hoché la tête, trop gênée, pour admettre que ce n'était pas la peur de l'avion qui me mettait dans cet état. C'était la peur, peut-être, d'être ridicule, qu'une mère ne devrait pas débarquer à l'improviste chez son fils adulte. Mais Mathieu était tout ce qu'il me restait. Depuis la mort de Robert, nous n'étions plus que nous deux contre le monde. Bien sûr, nous ne nous parlions plus autant qu'avant. Il était très occupé à développer sa start-up dans le numérique à Lyon. Et je comprenais que les jeunes hommes ont besoin d'espace pour grandir, pour devenir les hommes qu'ils sont censés être. C'est ce que je me répétais lorsque nos appels hebdomadaires du dimanche devenaient mensuels, puis sporadiques. Le chauffeur du VTC était bavard, me montrant les monuments de Lyon pendant le trajet. Je l'entendais à peine. Mon esprit tournait à toute vitesse, pensant à tout ce que je voulais dire à Mathieu. Combien j'étais fière de tout ce qu'il avait accompli, combien nos dimanches matins à faire des crêpes me manquaient, combien la maison semblait vide sans son rire, résonnant dans les couloirs. Je lui avais apporté ses madeleines au chocolat préférées, celles que je mettais dans sa boîte à goûter tous les jours jusqu'à ce qu'il passe son bac. La recette venait de ma mère, transmise sur 3 générations. Ces mêmes madeleines qui avaient apaisé les genoux écorchés et les peines de cœur de son enfance. Elles étaient dans mon bagage à main, soigneusement emballées dans la même boîte en fer bleu que j'utilisais depuis 20 ans. Quand nous sommes arrivés devant son immeuble, mon cœur battait la chamade. Le bâtiment était beau, moderne, avec des lignes épurées et des espaces verts bien entretenus. J'ai ressenti une bouffée de fierté maternelle. Mon garçon avait bien réussi. Mes sacrifices en avaient valu la peine. J'ai payé le chauffeur et je suis restée un instant sur le trottoir pour rassembler mon courage. L'air doux du début de soirée portait l'odeur d'une boulangerie voisine. Je pouvais entendre des enfants jouer dans la cour. On se sentait bien ici, le genre d'endroit où l'on construit des familles et où l'on crée des souvenirs. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage, mon sac de voyage me paraissant plus lourd à chaque marche. Appartement 2B. J'avais mémorisé l'adresse sur les étiquettes de retour de ces cartes de vœux. Ma main était levée pour frapper quand je l'ai vue. Une feuille de papier collée sur la porte. Écrite à la main, d'une écriture élégante qui n'était certainement pas celle brouillonne de Mathieu. Lune de miel. Ne pas déranger. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je les ai relus, certaine d'avoir mal compris. Lune de miel. Le papier s'est froissé dans mes mains tremblantes alors que je fixais ces 2 mots simples qui changeaient tout. Mathieu était marié. Mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais élevé seul, s'était marié sans me le dire, sans m'inviter, sans même mentionner qu'il était fiancé. Je me suis effondrée sur le banc dans le couloir, mon sac de voyage glissant de mes doigts engourdis, les madeleines se répandant sur le sol, certaines s'échappant de leur emballage soigné. Je les fixais, ces symboles de l'amour d'une mère, maintenant brisés et oubliés sur le béton froid. Quand s'était-il fiancé? Depuis combien de temps préparait-il cela? Avait-il prononcé ses vœux, promettant d'aimer et de chérir quelqu'un pour toujours, pendant que sa propre mère était assise à des centaines de kilomètres de là? Ignorant complètement que le jour le plus important de sa vie se déroulait sans elle, ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé des bandes d'acier autour de mes poumons. Je ne pouvais plus respirer correctement, ni penser clairement. Le couloir semblait tourner autour de moi alors que la réalité s'installait,
comme un poison dans mes veines. Je n'étais pas seulement exclue de son mariage, j'en avais été complètement effacée. La voisine de palier a passé la tête dehors, se demandant probablement ce qui causait ce remue-ménage. Elle m'a regardée avec ce mélange particulier de pitié et de curiosité que j'avais appris à détester depuis la mort de Robert. « Tout va bien, madame ?» a-t-elle demandé. J'ai forcé un sourire, le genre que j'avais perfectionné au fil des ans. « Oui, oui, je vais bien, ma petite dame. Je venais juste déposer quelque chose pour mon fils. » Mais je n'allais pas bien. J'étais aussi loin d'aller bien qu'une personne puisse l'être. J'ai ramassé les madeleines brisées, mes mains bougeant automatiquement tandis que mon esprit était en plein chaos. Chaque miette me donnait l'impression qu'un autre morceau de mon cœur se détachait. Ces gâteaux étaient censés célébrer son anniversaire, combler la distance grandissante entre nous. Au lieu de cela, ils étaient un rappel pathétique du peu que je savais de la vie de mon propre fils. Debout dans ce couloir stérile, serrant les restes de ma visite surprise, j'ai réalisé quelque chose qui m'a blessée plus profondément que l'exclusion elle-même. Mathieu n'avait pas simplement oublié de m'inviter à son mariage. Il avait activement choisi de ne pas m'en parler. Ce n'était pas un oubli, c'était délibéré. La mère, qui avait cumulé 3 emplois pour payer sa grande école de commerce, qui avait vendu son alliance pour lui acheter sa première voiture, qui l'avait acclamé à chaque match de football et à chaque remise de diplôme, n'était pas assez importante pour assister au jour où il choisissait la partenaire de sa vie. J'étais plus rien pour lui maintenant, absolument rien. Le papier sur la porte a légèrement bougé dans le courant d'air de la climatisation et j'ai remarqué autre chose. Des fleurs fraîches dans un vase près de la porte, des dragées de mariage disposées sur une petite table que je n'avais pas vue. Ils venaient de rentrer de leur lune de miel. C'était même pas le jour de leur mariage, c'était leur retour à la vie conjugale. Et je le découvrais encore par accident. Mes jambes semblaient faibles alors que je redescendais les escaliers. Chaque pas résonnait dans la cage d'escalier, un son creux qui correspondait au vide qui se propageait dans ma poitrine. L'application VTC tremblait dans mes mains alors que j'essayais de commander une autre course pour l'aéroport. Mais où irais-je ? Retourner dans ma maison vide en Normandie ? Retourner à ce travail qui payait à peine les factures ? À cette vie qui semblait soudainement dénuée de sens ? Je me suis assise sur le trottoir devant l'immeuble de Mathieu, ma valise à côté de moi comme un chien fidèle, et j'ai laissé les larmes couler. C'était le genre de larmes qui viennent d'un endroit si profond que vous ne saviez même pas qu'il existait. Le genre de larmes qui ont le goût de 23 ans de maternité célibataire, de sacrifice, de la conviction que l'amour suffisait à maintenir une famille unie. Le ciel de Lyon virait au rose et à l'orange, peignant le monde de couleurs qui aurait dû être magnifique. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était ce morceau de papier, ces mots cruels qui avaient brisé tout ce que je pensais savoir sur ma relation avec mon fils. Lune de miel, ne pas déranger le couple heureux, ne pas déranger leur nouvelle vie, ne pas les déranger avec la présence inopportune de la femme qui a tout abandonné pour l'élever. Assise là, à regarder le coucher de soleil, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'allais pas rentrer à la maison. Pas encore. J'allais attendre ici même jusqu'à ce que Mathieu revienne, d'où qu'il soit. Et alors, pour la première fois de ma vie, j'allais exiger des réponses du fils que j'avais aimé inconditionnellement pendant 35 ans. Parce que parfois, les personnes qui nous aiment le plus sont celles qui méritent le moins d'explications. Et j'étais fatiguée d'être considérée comme acquise par la seule famille qu'il me restait. J'ai attendu 3 heures sur ce trottoir avant de les voir. La Peugeot 3008 rouge bordeaux de Mathieu est entrée dans le parking au moment où les lampadaires s'allumaient, projetant de longues ombres sur le bitume. Mon cœur s'est mis à battre plus vite dès que j'ai reconnu son rire flottant dans l'air du soir. Ce même rire qui avait rempli notre maison pendant 10 à 8 ans, maintenant partagé avec une inconnue. Elle était belle, de cette manière naturelle que les jeunes femmes peuvent avoir. De longs cheveux blonds cascadant sur une épaule, des lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête malgré la lumière déclinante. Même de loin, je pouvais voir qu'elle était tout ce que je n'étais pas. Jeune, soignée, le genre de femme qui n'avait jamais fait un double service de sa vie. Ils transportaient des sacs de shopping, riant de quelque chose de privé entre eux, le genre de moment intime que partagent les jeunes mariés, complètement absorbés dans leur bulle de bonheur. J'ai regardé mon fils l'aider à sortir de la voiture, sa main posée doucement sur son dos, et j'ai senti un autre morceau de mon cœur se fissurer. C'est ainsi qu'il devait prendre soin de quelqu'un. C'était l'homme que j'avais élevé pour qu'il devienne. Mais le voir faire cela avec une femme que je n'avais jamais rencontrée, dans une vie dont j'avais été systématiquement exclue, c'était comme voir un étranger porter le visage de mon fils. Je me suis levée lentement, mes jambes raides d'être restée assise sur le béton. Mon sac de voyage me semblait plus lourd que jamais alors que je marchais vers eux.
Chaque pas était comme marcher dans des sables mouvants, mon corps luttant contre ce que mon esprit savait que je devais faire. Mathieu. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'avais prévu, à peine audible à travers le parking. Il s'est figé, littéralement figé au milieu d'un pas, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. La femme à côté de lui avait l'air confuse, inclinant la tête pour essayer de comprendre pourquoi son mari s'était soudainement changé en statue de pierre. Maman. Le mot est sorti comme une question, comme s'il n'était pas tout à fait sûr que j'étais réelle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Avant que je puisse répondre, la femme s'est avancée. Elle était encore plus frappante de près, avec des yeux verts qui me rappelaient un chat, beau mais calculateur. Vous devez être Hélène, dit-elle, sa voix mielleuse, douce, mais d'une certaine manière froide. Je suis Élodie. Elle n'a pas tendu la main, n'a pas souri. Et juste restée là à me regarder comme si j'étais un problème inattendu qu'il fallait gérer. Je suis venue faire la surprise à Mathieu pour son anniversaire demain, dis-je, ma voix devenant plus forte. Imaginez ma surprise quand j'ai trouvé ce mot sur votre porte. Mathieu passa une main dans ses cheveux, le même geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Maman, on allait t'appeler. On vient de rentrer des Maldives. Ah, les Maldives. Le mot m'a échappé avant que je puisse le retenir. Ils avaient passé leur lune de miel aux Maldives. Probablement dépensé plus d'argent en une semaine que je n'en gagnais en 6 mois. Pendant que j'étais assise à la maison, me demandant pourquoi mon fils n'avait pas appelé. Le sourire d'Élodie était assez vif pour couper du verre. C'était absolument divin. Le complexe était incroyable juste sur la plage. 5 étoiles, bien sûr. Elle fit une pause, laissant cela infuser. Nous avons eu le plus beau des mariages. Petite cérémonie, très exclusive. Juste 800 de nos amis et parents les plus proches. 800 personnes. 800 personnes avaient été invitées au mariage de mon fils et je n'en faisais pas partie. 800, répétai-je, ma voix à peine un murmure. Eh bien oui, continua Élodie, son ton devenant plus condescendant à chaque mot, nous n'avons invité que les personnes les plus importantes de notre vie. Vous comprenez ? Les personnes les plus importantes. J'ai regardé Mathieu, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour adoucir le coup que sa femme venait de me porter. Mais il est juste resté là, les sacs de shopping à la main, regardant partout sauf moi. Je ne comprends pas, dis-je finalement. Je ne comprends pas comment la femme qu'il a élevée seule pendant 23 ans ne peut pas être considérée comme importante. Le rire d'Élodie était comme du verre brisé. « Oh, ma chérie, je crois que vous comprenez mal. Mathieu m'a tout raconté sur son enfance. Comme c'était dur de grandir sans figure paternelle, combien de responsabilités il a dû prendre, parce que, elle fit une pause, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds, parce que vous n'arriviez pas à gérer les choses seuls. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai senti mon visage rougir d'un mélange d'embarras et de rage. J'ai cumulé 3 emplois pour qu'il puisse faire sa grande école. Oui, il l'a mentionné aussi, comme vous étiez toujours épuisé, comme il a dû grandir si vite, parce que quelqu'un devait être l'adulte à la maison. La voix d'Élodie suintait d'une fausse sympathie. Ça a dû être si dur pour lui d'avoir à être le parent de son propre parent. J'ai de nouveau regardé Mathieu, désespéré qu'il la corrige, qu'il lui dise qu'elle avait tort, qu'il lui parle des matchs de foot que je n'ai jamais manqués, des fêtes d'anniversaire que j'organisais, avec des décorations que je fabriquais à la main, parce que nous ne pouvions pas nous permettre celles du magasin, qu'il lui parle des nuits où je le tenais dans mes bras quand il pleurait l'absence de son père, de la façon dont je lui chantais des berceuses pour l'endormir, même quand j'étais morte de fatigue après un double service. Mais il n'a rien dit tout cela. Il a juste déplacé son poids d'un pied à l'autre et a dit « Maman, peut-être qu'on devrait rentrer pour en parler. » Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire, intervint doucement Élodie. Nous venons de rentrer de notre voyage et nous sommes épuisés. De plus, Mathieu et moi avons une réservation pour dîner ce soir. Notre première soirée de retour devrait être pour nous, vous ne pensez pas ? Nous. Elle n'arrêtait pas de dire « nous » comme si c'était une arme, comme si elle traçait une ligne dans le sable et montrait clairement de quel côté je me trouvais. « Mathieu, dis-je, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester forte. « S'il te plaît, pouvons-nous juste parler, juste toi et moi ?» Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire oui. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Peut être de la culpabilité. Peut être le souvenir de toutes ces années où ce n'était que lui et moi contre le monde. Mais ensuite, Élodie a passé son bras sous le sien et tout ce que j'avais vu a disparu. En fait, maman, Élodie a raison. Nous sommes assez fatigués et nous avons des projets ce soir. Peut être qu'on pourrait se voir plus tard dans la semaine.
plus tard dans la semaine, comme si j'étais une simple connaissance qu'il devait caser dans son emploi du temps chargé, comme si j'étais quelqu'un qui pouvait simplement attendre indéfiniment les miettes d'attention qu'il daignait me jeter. J'ai pris l'avion depuis la Normandie, Mathieu. J'ai pris des jours de congé. J'ai apporté tes madeleines préférées. J'ai fait un geste impuissant vers mon sac de voyage. Je voulais juste te voir pour ton anniversaire. Les sourcils parfaitement dessinés d'Élodie se sont levés. Vous avez pris l'avion sans nous dire que vous veniez. C'est un peu déplacé de débarquer comme ça, non? Déplacé, comme si une mère rendant visite à son fils était une sorte de transgression sociale. Je pensais qu'il serait heureux de me voir, dis-je doucement. Eh bien, peut être que la prochaine fois, vous devriez appeler d'abord, dit Élodie, son ton suggérant qu'il n'y aurait pas de prochaine fois si elle avait son mot à dire. Nous sommes mariés maintenant. Notre intimité est importante pour nous. Mathieu m'a finalement regardé à ce moment-là, vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a brisé le cœur une fois de plus. De la gêne. Il avait honte de moi, de ma veste usée et de mon sac à main de grande surface, et de mon désespoir évident de faire partie de sa vie. « Où est-ce que tu dors ce soir ?» demanda-t-elle. Et même cela sonnait comme un renvoi. « Je ne sais pas, admis-je. Je pensais, j'espérais que je pourrais rester avec vous comme avant. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Le sourire d'Élodie était si froid qu'il aurait pu geler l'enfer. « Oh, je suis désolée, mais ce ne sera pas possible, » dit-elle gentiment. « Nous sommes toujours dans notre phase de lune de miel. Vous savez, nous avons besoin de notre espace. » Elle fit une pause, feignant de réfléchir. « Il y a un petit hôtel sympa, environ 10 minutes d'ici. Très propre, très abordable. » Un hôtel. Elle me suggérait de rester dans un hôtel plutôt que de passer une nuit sur le canapé de mon fils. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'être exclu d'un mariage. Il s'agissait d'être effacé de la vie de Mathieu. Élodie n'était pas seulement sa femme. Elle était sa gardienne. Décidant qu'il était digne de son temps et de son attention, et j'avais été jugée indigne. J'ai ramassé mon sac, mes mains tremblant de douleur et d'humiliation. « Joyeux anniversaire, Mathieu, dis-je, ma voix à peine audible. J'espère que ta nouvelle vie est tout ce dont tu as rêvé. » Je me suis retournée pour partir, mais la voix d'Élodie m'a arrêtée. « Oh, et Hélène, la prochaine fois que vous voudrez venir, appelez peu, être d'abord. Nous ne voudrions pas d'une autre situation embarrassante comme celle-ci. » Alors que je retournais vers le trottoir pour appeler un autre VTC, j'ai entendu la porte de leur appartement se fermer derrière moi, avec une finalité qui a résonné jusqu'à mes os. Je me suis assise sur ma valise, et j'ai fixé cette porte, le petit paillasson que je remarquais maintenant être neuf, la vie que mon fils avait construite sans moi. Mais alors que j'étais assise là, dans l'obscurité grandissante, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, vive et à vif. Mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose de plus dur. Quelque chose qui avait le goût de 23 ans de sacrifice et qui ressemblait à l'acier que j'avais trouvé dans ma colonne vertébrale quand Robert est mort et que j'ai dû élever un enfant seul. Il pensait pouvoir me congédier comme si je n'étais rien, comme si j'étais juste un reste gênant du passé de Mathieu qui pouvait être balayé maintenant qu'il avait une nouvelle vie brillante. Mais il ne me connaissait pas du tout. Il ne savait pas de quoi j'étais capable quand on me poussait trop loin. Et Élodie venait de me pousser beaucoup trop loin. Je ne suis pas allée à l'hôtel cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise dans une brasserie ouverte, 24 heures sur 24, en face de l'immeuble de Mathieu, sirotant tasse après tasse de café et fixant son bâtiment par la fenêtre. La serveuse, une femme de mon âge avec des yeux bienveillants et des pieds fatigués, n'arrêtait pas de remplir ma tasse sans poser de questions. Elle reconnaissait le chagrin quand elle le voyait. Vers minuit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir mon application bancaire. C'est une habitude que j'ai développée après la mort de Robert. Vérifier nos comptes de manière obsessionnelle à cette époque où chaque euro comptait, quand élever un enfant seul signifiait choisir entre les courses et la facture d'électricité. C'est là que je l'ai vu. Le compte professionnel de Mathieu, celui que je l'avais aidé à ouvrir il y a 5 ans quand il lançait sa start-up, celui où j'étais toujours inscrite comme co-signataire, j'avais oublié. Honnêtement, quand Mathieu m'avait demandé de co-signer à l'époque, il démarrait tout juste son entreprise et avait besoin de quelqu'un avec un crédit établi pour se porter garant pour lui. J'avais été si fière, si honorée, qu'il me fasse assez confiance pour m'impliquer dans ses rêves. J'avais l'impression d'être à nouveau utile, d'avoir encore un rôle à jouer dans son succès. Le compte avait considérablement grossi depuis. Ce qui avait commencé comme un petit compte courant professionnel affichait maintenant un solde qui m'a coupé le souffle. 6 chiffres,
Mathieu avait très bien réussi, mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est l'activité récente. Des retraits importants au cours des 2 derniers mois. Dépenses de mariage, ai-je réalisé. Le lieu de réception, le traiteur, la lune de miel aux Maldives, tout cela financé par le compte auquel j'avais encore légalement accès. J'ai fixé l'écran, mon café refroidissant dans mes mains. Mathieu avait dépensé une fortune pour un mariage qui m'excluait entièrement, en utilisant un compte que je l'avais aidé à établir. L'ironie était presque risible si elle n'était pas si douloureuse. La brasserie était presque vide maintenant, juste quelques routiers prenant un repas tardif et quelques étudiants révisant devant des assiettes de tartes. Les néons au-dessus de ma tête bourdonnaient, projetant surtout cette lumière crue et honnête qui rend la vérité impossible à éviter. J'ai repensé aux mots d'Élodie, les faisant tourner dans ma tête comme une chanson que je ne pouvais pas me sortir de l'esprit. Seulement les personnes les plus importantes. Hôtel très abordable. Appeler peu, être d'abord la prochaine fois. Elle m'avait renvoyé comme si je n'étais rien, comme si j'étais une vieille femme pathétique s'accrochant à une relation qui n'existait plus. Et peu, être que c'était exactement ce que j'étais. Peu, être que c'est ce que j'étais devenue sans même m'en rendre compte. Mais assise là, en regardant ce compte en banque, j'ai réalisé quelque chose qu'Élodie ne savait pas. Quelque chose qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir dans ce petit drame familial qu'elle pensait diriger. Je n'étais pas seulement la mère de Mathieu. Je n'étais pas seulement une relique gênante de son passé. J'étais son associée, du moins sur le plan légal. Et les associés ont des droits que les mères rejetées n'ont pas. Mes mains étaient plus stables maintenant alors que je naviguais dans l'application bancaire. L'option geler le compte était juste là, ne nécessitant que 2 clics. Et ma signature numérique. Cela arrêterait toutes les transactions immédiatement, gelant chaque centime jusqu'à ce que la question puisse être résolue. J'ai hésité un instant, mon doigt planant au-dessus de l'écran. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'envoyer un message. Il s'agissait de s'assurer que la femme qui m'avait traité comme un déchet comprenne que je n'étais pas aussi impuissante qu'elle le pensait. Mais il s'agissait aussi de Mathieu, mon fils, que j'avais élevé pour qu'il soit meilleur que ça, à qui j'avais appris à respecter ses aînés, à honorer les personnes qui s'étaient sacrifiées pour lui. Le garçon qui me préparait le petit déjeuner au lit le jour de la fête des mères, m'apportant des toasts brûlés et du jus d'orange avec trop de pulpe, parce qu'il essayait si fort de montrer qu'il tenait à moi. La serveuse est revenue, ses chaussures orthopédiques grinçant doucement sur le lino. « Vous vous en sortez, ma petite dame. Ça fait des heures que vous êtes assise là. » J'ai levé les yeux vers elle, cette étrangère qui m'avait montré plus de gentillesse, en une nuit que ma propre belle-fille en toute notre rencontre. J'essaie de comprendre comment gérer une situation de famille, dis-je. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre vers l'immeuble. Parfois, la famille est la chose la plus difficile à gérer, dit-elle doucement. Ils savent exactement comment nous blesser, parce qu'ils savent exactement où nous sommes vulnérables. Ces mots ont touché, juste, plus qu'elle ne l'avait probablement prévu. C'est exactement ça. La vulnérabilité. Je m'étais rendue vulnérable en aimant Mathieu inconditionnellement, en sacrifiant tout pour lui, en croyant que les liens du sang signifiaient quelque chose dans ce monde. Mais la vulnérabilité pouvait être à double sens. J'ai cliqué sur le bouton « Geler le compte ». L'écran de confirmation est apparu, me demandant si j'étais sûre de vouloir continuer. J'ai pensé à Mathieu aidant Élodie à sortir de la voiture. La façon dont il l'avait regardée comme si elle était le centre de l'univers. J'ai pensé à lui, debout, silencieux, pendant qu'elle m'humiliait. Trop lâche pour défendre la femme qui avait tout abandonné pour lui. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le compte a été gelé immédiatement, tout accès suspendu en attente d'examen. Il faudrait au moins 72 heures pour résoudre le problème, en supposant que Mathieu puisse prouver qu'il avait un besoin commercial légitime des fonds et qu'il pouvait fournir les documents appropriés. J'ai fermé l'application et j'ai fini mon café, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le pouvoir. Pour la première fois depuis mon arrivée à Lyon, je ne me contentais pas de réagir à ce qu'on me faisait, je passais à l'action. Mon téléphone a vibré, un message de Mathieu. « J'espère que tu as trouvé un endroit où dormir, désolée pour ce soir. Élodie est juste très protectrice de notre relation. Je t'appelle demain et on pourra parler. » Protectrice de leur relation. Comme si j'étais une sorte de menace pour leur bonheur conjugal. Comme si une mère voulant faire partie de la vie de son fils était quelque chose contre lequel il fallait se défendre. J'ai répondu « Ne t'inquiète pas pour appeler. Je pense que nous nous sommes tout dit. » Mais même en envoyant le message, je savais que c'était loin d'être terminé. Demain, quand ils essaieraient d'utiliser leur carte de crédit ou d'accéder à leur compte bancaire,
Ils découvriraient que leur petite bulle parfaite avait une fuite, et ils réaliseraient que la femme, sans importance qu'ils avaient si nonchalamment rejetée, avait plus d'influence sur leur vie qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. J'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie dans la nuit lyonnaise. L'air était encore chaud. Quelque part au loin, le sifflet d'un train a retenti, long et solitaire, comme un son de mon enfance en Normandie. Je me suis enregistrée à l'hôtel qu'Élodie avait si gracieusement recommandé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, propre mais fatigué, le genre d'endroit où les gens séjournent quand ils n'ont nulle part où aller. La réceptionniste regardait un vieux film sur une petite télévision derrière le comptoir et elle a à peine levé les yeux quand j'ai fait glisser ma carte de crédit sur le formica. La chambre sentait le désinfectant industriel et les déceptions des autres. Je me suis assise sur le bord du lit, mon sac à main sur mes genoux, et j'ai essayé de digérer ce que je venais de faire. J'avais gelé le compte professionnel de mon fils. Je lui avais essentiellement coupé l'accès à son propre argent, du moins temporairement. Il y a 1 an, même une semaine auparavant, cette pensée m'aurait horrifiée. Mais assise dans cette chambre d'hôtel, je ne ressentais rien d'autre qu'une froide satisfaction. Ils voulaient me traiter comme si je ne comptais pas. Très bien. Maintenant, ils allaient apprendre exactement à quel point je comptais. Mon téléphone a sonné. Mathieu. J'ai laissé la messagerie se déclencher. Il a sonné encore et encore. Finalement, je l'ai éteint complètement. Quelle que soit la panique qui s'installait de l'autre côté du parking, dans l'appartement 2B, cela pouvait attendre le matin. Laissons-les mariner un peu. Laissons-les se demander ce que la vieille folle pourrait bien faire ensuite. Car la vérité, c'est que je ne faisais que commencer. Élodie pensait qu'elle pouvait jouer avec quelqu'un qu'elle considérait comme faible et désespéré. Elle pensait qu'elle pouvait m'humilier et me renvoyer en Normandie la queue entre les jambes. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé la femme qui avait élevé un fils seul pendant 23 ans. La femme qui s'était battue contre les conseils d'administration des écoles, les compagnies d'assurance et les agents de recouvrement. La femme qui avait regardé la pauvreté en face et qui avait gagné. Cette femme n'était pas faible. Cette femme était une survivante. Et les survivants ne se laissent pas abattre sans se battre. Allongée dans ce lit inconnu, écoutant le bourdonnement de la climatisation et le son lointain de la circulation sur le périphérique, j'ai souri pour la première fois depuis mon arrivée à Lyon. Demain allait être très intéressant. Demain, Élodie allait découvrir que rejeter Hélène Dubois était la plus grande erreur qu'elle ait jamais faite. Je prenais mon petit déjeuner dans la même brasserie quand mon téléphone a recommencé à sonner. Je l'avais rallumé à 7 heures du matin, curieuse de voir combien de temps il leur faudrait pour découvrir leurs petits problèmes financiers. La réponse, apparemment, était d'environ 3 heures. Le premier appel est arrivé à 7h47. Mathieu. J'ai laissé sonner. Le deuxième appel est arrivé 2 minutes plus tard. Mathieu, encore. Puis à nouveau à 7h52. À 8h15, mon téléphone avait vibré avec 6 appels manqués et 4 messages de plus en plus frénétiques. Maman, rappelle-moi, il y a un problème avec mon compte. Maman, c'est sérieux. Mes cartes ne fonctionnent plus. Maman, appelle-moi maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai commandé une autre tasse de café et une part de tarte aux pommes. La même serveuse que la nuit précédente travaillait le matin et elle m'a lancé un regard entendu en me voyant consulter mon téléphone. « La famille vous donne toujours du fil à retordre ?» a-t-elle demandé. « Oh, ils commencent tout juste à réaliser qu'ils ont des ennuis », dis-je en prenant une bouchée de tarte. Elle était bonne, acidulée et sucrée dans les bonnes proportions. Parfois, les gens ont besoin d'une prise de conscience. À 8h30, un numéro que je ne reconnaissais pas est apparu sur mon écran. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussée à répondre. Hélène Dubois, la voix était nette, professionnelle, inconnue. Oui, qui est à l'appareil? Ici, Jeannette de la Banque nationale. J'ai Mathieu Dubois ici avec moi et il semble y avoir une confusion concernant son compte professionnel. Il vous a désigné comme signataire autorisé et nous devons vérifier une activité récente. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, l'une d'entre elles étant certainement celle de Mathieu, l'air agité. « Passez-le-moi, dis-je. Maman. » La voix de Mathieu était tendue par la panique. « Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que le compte est gelé et que c'est toi qui l'as demandé. »« C'est exact, » dis-je calmement en coupant une autre part de tarte. « Mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est à cause d'hier soir. Parce que si tu es contrarié. » Contrarié? L'interrompis-je en gardant ma voix égale. Mathieu, j'ai traversé la moitié du pays pour voir mon unique enfant pour son anniversaire, seulement pour découvrir qu'il s'était marié, sans même me le dire. Ensuite, sa femme a suggéré que je dorme dans un hôtel parce que je n'étais pas assez importante pour dormir sur votre canapé. Alors oui,
On pourrait dire que je suis contrariée. Silence à l'autre bout du fil. Puis, maman, s'il te plaît, je dois payer les salaires demain, j'ai des prestataires qui attendent d'être payés. Tu ne peux pas simplement geler mes comptes professionnels parce que tes sentiments sont blessés. Mes sentiments sont blessés. Comme si j'étais une enfant faisant un caprice au lieu d'une femme qui avait été systématiquement effacée de la vie de son fils. Je peux le faire, et je l'ai fait, dis-je. Le compte nécessite les 2 signatures pour les transactions importantes. Tu te souviens, tu me voulais comme co-signataire quand tu avais besoin d'un bon crédit. Eh bien maintenant, tu as une co-signataire qui s'attend à être traitée avec un respect élémentaire. Qu'est-ce que tu veux? La question est sortie sèche, désespérée. Ce que je voulais, c'était la question à 1 million, n'est-ce pas? Je voulais retrouver mon fils. Je voulais le garçon qui m'appelait tous les dimanches juste pour discuter. Je voulais de nouveau compter dans sa vie. Mais je ne pouvais rien dire de tout cela avec la moitié de la banque qui écoutait. Je veux avoir une conversation, dis-je finalement. Une vraie conversation, juste toi et moi, sans que ta femme ne gère chaque mot qui sort de ta bouche. Une autre longue pause. D'accord, oui. Où veux-tu qu'on se voie? La brasserie en face de ton appartement. Dans 1 heure. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse discuter. Mais Mathieu n'a pas été le premier à arriver. À 9h25, 5 minutes avant notre rendez-vous, Élodie a fait irruption dans la brasserie comme une tornade en Jean de Marc. Elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur les miens. Et je pouvais pratiquement voir la fureur irradier d'elle par vagues. Elle s'est dirigée vers ma banquette, ses talons hauts claquant sur le lino comme des coups de feu. « Qu'est-ce que vous croyez faire, bon sang ?» Sifflatait en se glissant sur le siège en face de moi sans y être invitée. « Je prends mon petit déjeuner, dis-je, sans lever les yeux de mon journal. Les croissants ici sont excellents. Ne jouez pas avec moi, vieille femme aigrie. Vous avez gelé le compte de Mathieu parce que vous êtes jalouse qu'il ait une vie qui ne tourne pas autour de vous. » J'ai posé mon journal et je l'ai regardé attentivement. Elle était belle, je devais lui accorder. Mais ce matin, sa perfection était fissurée sur les bords. Son maquillage était appliqué à la hâte, ses cheveux pas aussi parfaitement coiffés que la veille, et ses yeux étaient fous, saisis de cette panique qui survient lorsque votre monde soigneusement construit commence à s'effondrer. Je ne joue à aucun jeu, Élodie. J'exerce mes droits légaux en tant que co-signataire de ce compte. Vos droits légaux? Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Vous faites chanter votre propre fils parce qu'il ne vous a pas invité à son mariage. C'est pathétique, même pour vous. Pathétique? Répétai-je, en testant le mot. Savez-vous ce qui est pathétique? Une femme adulte qui est si peu sûre de son mariage qu'elle doit isoler son mari de sa propre mère. Son visage est devenu rouge. Je n'ai rien fait de tel. Mathieu a fait ses propres choix concernant le mariage. Vraiment? Ou l'avez-vous convaincu que sa mère était une menace pour votre relation? Vous êtes une menace. Les mots ont explosé d'elle avant qu'elle ne puisse les retenir. Vous êtes possessive et en demande, et vous ne supportez pas que Mathieu n'ait plus besoin de vous. La brasserie était devenue silencieuse autour de nous. La serveuse faisait semblant de nettoyer le comptoir, mais je savais qu'elle écoutait. Les routiers à la table du coin avaient cessé de parler. Même le cuisinier avait passé la tête hors de la cuisine. Mais je me fichais de qui écoutait. Cette femme m'avait déclaré la guerre au moment où elle avait décidé que j'étais pas assez importante pour être incluse dans la vie de mon fils. Si elle voulait se battre en public, soit. Vous avez raison sur un point, dis-je doucement. Mathieu n'a plus besoin de moi. Mais cela ne veut pas dire qu'il peut se servir de moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce compte en banque. Il avait besoin de mon crédit quand c'était pratique. Mais maintenant qu'il a ce qu'il veut, je suis censée disparaître tranquillement en arrière-plan. Ça ne marche pas comme ça. Je me suis penchée en avant. Dites-moi, Élodie, que savez-vous de ma relation avec Mathieu? Que vous a-t-il raconté sur son enfance? Elle s'est agitée, mal à l'aise. Il m'a dit que vous étiez dépassée, que vous travailliez trop et qu'il a dû grandir vite. Et vous a-t-il dit pourquoi je travaillais trop? Parce que son père est mort et ne m'a rien laissé. Vous a-t-il parlé des nuits que je passais à l'aider avec ses devoirs, même si j'avais été debout pendant 12 heures? Vous a-t-il parlé de la fois où j'ai vendu mon alliance pour lui acheter une voiture pour ses 6 ans? Vous a-t-il dit que j'ai refusé 3 offres d'emploi dans d'autres villes parce que je ne voulais pas perturber sa terminale au lycée? Le silence d'Élodie était une réponse suffisante. Vous a-t-il dit que j'ai pris une 2e hypothèque sur ma maison pour l'aider à payer son école de commerce? Ou que je lui envoie de l'argent tous les mois depuis 5 ans pour l'aider avec les dépenses de son entreprise? Ses yeux se sont écarquillés. Quel argent? 500 € par mois, par virement direct sur son compte personnel.
Je le fais depuis qu'il a obtenu son diplôme parce que je voulais l'aider à s'établir. Je pouvais la voir traiter cette information, voir les rouages tourner alors qu'elle réalisait qu'il y avait des choses sur les finances de son mari qu'elle ne connaissait pas, des choses qu'il ne lui avait apparemment jamais dites. « Vous mentez, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré mon application bancaire en faisant défiler jusqu'à la section des virements automatiques. C'était là, noir sur blanc, virement mensuel à Mathieu Dubois, 500 €. En cours depuis 5 ans, 30 000 €, dis-je. C'est ce que je lui ai donné depuis qu'il a fini ses études. De l'argent qui est sorti de mon budget course, de mes économies, de ma retraite, parce que c'est ce que font les mères. Nous nous sacrifions pour nos enfants, même quand ils sont adultes, même quand ils ne le demandent pas. » Élodie fixait l'écran, son visage devenant pâle. Il n'a jamais dit « je ne savais pas ». Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur Mathieu, apparemment. Tout comme il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas sur vous. Elle leva brusquement les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai fait quelques recherches hier soir. C'est incroyable ce qu'on peut trouver en ligne de nos jours. Les registres publics, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Vous avez déjà été mariée, n'est-ce pas, Élodie ? Divorcée il y a 2 ans d'un homme qui était aussi beaucoup plus âgé que vous et aussi financièrement à l'aise. La couleur a complètement quitté son visage. Ça n'a rien à voir. Vraiment, la reconnaissance des schémas est une compétence utile. Jeune femme, homme plus âgé et prospère, romance éclair, mariage rapide, et dans les 2 cas, la famille de l'homme est mystérieusement mise à l'écart. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ah non ? Dites-moi, combien de temps après avoir commencé à sortir avec Mathieu avez-vous commencé à suggérer que sa relation avec moi était malsaine ? Combien de temps avant de le convaincre qu'appeler sa mère chaque semaine était en quelque sorte inapproprié pour un homme adulte ? Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Vous êtes folle. Vous êtes une vieille femme amère et seule, qui n'accepte pas que son fils soit passé à autre chose. Peut être, dis-je. Mais je suis une vieille femme amère, et seule avec un accès à ses comptes professionnels. Et jusqu'à ce que j'obtienne le respect que je mérite, ces comptes resteront gelés. Les mains d'Élodie tremblaient maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça. Mathieu a des employés, des gens qui dépendent de lui. Vous allez détruire son entreprise par pure jalousie. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez importante pour être incluse dans sa vie. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. Si vous ne débloquez pas ces comptes d'ici cet après-midi, je ferai de votre vie un enfer. Je m'assurerai que Mathieu ne vous adresse plus jamais la parole. J'ai souri en la regardant. Le même sourire doux que j'adressais aux clients difficiles à la brasserie toutes ces années. Ma chérie, vous avez déjà essayé. Et regardez comme ça a bien marché pour vous. Mathieu est entré au moment où Élodie sortait en trombe, la heurtant presque à la porte. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait vieilli de 5 ans en une nuit. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements froissés. Et il avait le regard vide d'un homme qui venait de réaliser que sa vie parfaite n'était pas aussi parfaite qu'il le pensait. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, passant ses mains dans ses cheveux. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on arrange ça. » J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé depuis l'enfance, et j'ai eu le cœur brisé une fois de plus. Parce que finalement, il me regardait comme si je comptais. Il avait juste fallu que je gèle ses comptes en banque pour attirer son attention. Mathieu avait l'air d'un homme qui venait de se faire renverser par un camion. Il s'est assis en face de moi dans cette banquette de brasserie, les épaules affaissées, son assurance habituelle complètement brisée. Le garçon en or que j'avais élevé, l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait l'air perdu et confus, comme s'il voyait le monde clairement pour la première fois depuis des mois. « Maman, commença-t-il, sa voix rauque, il faut que tu comprennes quelque chose. Le mariage, ça ne devait pas se passer comme ça. » J'ai haussé un sourcil. « Quelle partie ? La partie où tu ne m'as pas dit que tu étais fiancée ou la partie où tu ne m'as pas invitée ?» Il a grincé des dents. « Les deux. Aucune. C'est compliqué. Rends les choses simples alors. » Mathieu se frotta le visage avec ses 2 mains. Un geste que je me souvenais de son adolescence quand il essayait d'expliquer pourquoi il avait manqué le couvre-feu ou oublié de faire ses corvées. Élodie a dit. Elle a dit que tu ne l'approuverais pas, que tu essaierais de t'immiscer. M'immiscer comment ? Elle a dit. Les belles-mères causent toujours des problèmes. Que tu essaierais de contrôler notre relation, de faire des demandes, de créer des drames. Il leva les yeux vers moi, avec un regard qui me rappelait le petit garçon qu'il était. Elle a dit que ce serait mieux de commencer notre mariage
sans aucune pression extérieure. Pression extérieure, c'est ce que je suis maintenant? Non, c'est pas « mon Dieu, maman, je ne sais plus ». Il s'adossa dans la banquette, fixant le plafond. Il y a 6 mois, tout avait un sens. Élodie et moi étions heureux. Nous planifions notre avenir et tout semblait si clair. Et maintenant, je suis assis ici à essayer de comprendre comment je me suis retrouvée mariée à quelqu'un que je ne suis pas sûre de connaître vraiment. La serveuse est passée avec la cafetière et j'ai hoché la tête pour qu'elle me resserve. Mathieu a refusé, ses mains tremblant déjà assez sans caféine. Quand elle s'est éloignée, je me suis penchée en avant. Raconte-moi les fiançailles. Mathieu est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Finalement, il a commencé à parler, sa voix douce et incertaine. C'était rapide, très rapide. On sortait ensemble depuis seulement 8 mois quand elle a parlé de mariage. Elle a dit qu'elle pouvait voir tout notre avenir ensemble, qu'attendre, c'était juste perdre du temps. Et tu as été d'accord ? Je pensais que j'avais de la chance. Je pensais avoir trouvé quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait et qui ne jouait pas à des jeux. Il a ri amèrement. Elle a tout organisé pour le mariage. Elle a dit qu'elle voulait tout gérer pour que je puisse me concentrer sur le travail. En fait, j'étais reconnaissant. Je déteste organiser des événements. Mais tu n'as pas remis en question le fait de m'exclure ? Mathieu a baissé les yeux sur ses mains. Elle a dit que tu traversais une période difficile, que tu appelais trop, que tu semblais seule, et en demande. Elle pensait que ce serait plus gentil de faire un petit mariage et de te le dire après, quand tout serait réglé. J'ai senti mon souffle se couper. Quand est-ce que j'ai trop appelé, Mathieu ? Quand est-ce que j'ai été en demande ? Il a fait une pause en fronçant les sourcils. Elle a dit que tu l'appelais directement, que tu posais des questions indiscrètes sur notre relation, que tu essayais d'organiser des visites sans vérifier avec nous d'abord. Mathieu, ma voix était d'un calme mortel. Je n'ai jamais eu le numéro de téléphone d'Élodie. Je ne connaissais même pas son nom de famille jusqu'à hier. La couleur a quitté son visage. Quoi ? Les seules fois où j'ai essayé de te contacter ces 6 derniers mois, c'était pour nos appels mensuels, habituels. Que soit dit en passant, tu as écourté ou complètement manqué 3 fois. Mathieu me fixait comme si je parlais une langue étrangère. Mais elle m'a montré, elle avait des captures d'écran de messages de toi, de longs messages décousus sur le fait que tu me manquais et que tu voulais être plus impliqué dans nos vies. Montre-les-moi. Je ne les ai pas, ils étaient sur son téléphone. Mathieu, je n'envoie pas de texto, tu le sais. Je n'ai jamais envoyé un message plus long que joyeux anniversaire de toute ma vie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais pratiquement voir les pièces s'assembler dans son esprit, voir des mois de manipulation se dénouer en temps réel. Elle m'a menti, murmura-t-il, sur ça et probablement sur beaucoup d'autres choses. Il a sorti son téléphone avec des doigts tremblants. J'ai besoin de revoir ses messages. Il a appelé Élodie, mettant le téléphone sur haut-parleur. Elle a répondu à la première sonnerie. « Mathieu, tu as réglé le problème ? Tu as réussi à faire cesser ce caprice insensé de ta mère ? Élodie, j'ai besoin que tu m'envoies à nouveau ces messages de ma mère. Ceux que tu m'as montrés le mois dernier. Une pause. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Envoie-les, c'est tout. Mathieu, nous avons de plus gros problèmes. Tes comptes professionnels sont gelés. Nous ne pouvons pas accéder à notre argent. Et ta mère psychotique est « Envoie-moi les messages, Élodie ». Une autre pause, plus longue cette fois. Je les ai supprimés. Ils étaient contrariants et je ne voulais pas garder cette négativité sur mon téléphone. Mathieu et moi, nous sommes regardés par-dessus la table. « Comme c'est pratique », dis-je assez fort pour qu'elle entende. « C'est elle ?» Mathieu, pourquoi tu lui parles sans que je sois là ? Nous étions d'accord pour gérer ça ensemble. Quand avons-nous convenu de ça ? Demanda Mathieu, sa voix se raffermissant. Quand avons-nous convenu que je ne pouvais pas parler à ma propre mère sans ta permission ? Ce n'est pas. Tu déformes mes mots. Le stress te rend paranoïaque. Vraiment ? Ou est-ce que je vois enfin clair ? Mathieu se pencha vers le téléphone. Élodie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ma mère m'envoyait de l'argent tous les mois ? Silence de mort. Élodie, ça n'a rien à voir avec notre mariage. 500 € par mois pendant 5 ans, ce n'est pas pertinent. 30 000 €, ce n'est pas pertinent. Elle essayait de te contrôler avec de l'argent. C'est exactement de ça que je te protégeais. Mathieu me regarda, les yeux écarquillés. Me protéger de quoi ? D'avoir une mère qui se souciait assez de moi pour m'aider à construire mon entreprise ? Elle te manipule en ce moment même.
Tu ne vois donc pas? Elle a gelé tes comptes pour te forcer à choisir entre elle et moi. C'est du chantage affectif. Et comment appelles-tu le fait de me convaincre de ne pas inviter ma propre mère à mon mariage? La ligne est redevenue silencieuse. Quand Élodie a parlé, sa voix était différente, plus froide. Ta mère est une vieille femme amère et seule qui n'accepte pas que tu n'aies plus besoin d'elle. J'essayais de t'aider à te libérer de son influence toxique. Influence toxique, répéta lentement Mathieu. Comme aider à payer mes études? Comme être là à chaque moment important de ma vie jusqu'à ce que je te rencontre? Comme sacrifier sa propre retraite pour m'envoyer de l'argent tous les mois? Elle essayait de te garder dépendant d'elle. Non, dit Mathieu, sa voix de plus en plus ferme. Elle était une mère, et tu m'as convaincu que c'était mal. J'entendais la respiration d'Élodie à l'autre bout du fil, rapide et saccadée. Quand elle a reparlé, sa voix avait basculé vers quelque chose que je reconnaissais de notre confrontation à l'appartement. La manipulation déguisée en vulnérabilité. Mathieu, mon chéri, tu ne penses pas clairement. Le stress de cette situation te fait voir des choses qui ne sont pas là. Ta mère joue sur ta culpabilité, te faisant remettre en question toute notre relation à cause d'un malentendu. Un malentendu, Mathieu a ri, mais sans aucune joie. Élodie, tu m'as systématiquement isolée de ma mère. Tu as menti sur le fait qu'elle essayait de te contacter. Tu m'as convaincu qu'elle était envahissante alors qu'en fait elle nous laissait de l'espace. Tu m'as fait croire qu'inclure ma mère dans notre mariage nuirait à notre couple. Parce que ça l'aurait fait. Regarde ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe en ce moment est la conséquence de tes mensonges, pas des actions de ma mère. Mathieu, je rentre à la maison. Nous devons parler. N'ose pas me raccrocher au nez. Mathieu Dubois, n'ose pas choisir cette femme plutôt que ta femme. Mathieu m'a regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis mon arrivée à Lyon, j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux et du regret et quelque chose qui aurait pu être de l'amour. Je ne choisis personne contre personne. Élodie. J'essaie de comprendre comment j'en suis arrivée à un point où je pensais que je devais choisir. Il a raccroché. Nous sommes restés en silence un moment, le poids de tout ce qui venait d'être révélé s'installant entre nous comme la poussière après une explosion. « Maman, dit finalement Mathieu, je suis tellement désolée, j'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Elle était plus grande maintenant quand il était enfant, mais c'était toujours la main de mon enfant dans la mienne. Je sais, mon chéri, je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas comment j'ai laissé quelqu'un me convaincre qu'aimer ma mère était mal. Tu as été manipulée par quelqu'un qui est très doué pour ça. C'est pas ta faute. Si ça l'est, sa voix s'est brisée. J'aurais dû voir clair. J'aurais dû me demander pourquoi elle était si désireuse de te tenir à l'écart. J'aurais dû faire confiance à mon propre instinct au lieu de la laisser réécrire l'histoire de notre relation. J'ai serré sa main. L'important, c'est que tu le vois maintenant. Mathieu a hoché la tête, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Elle est enceinte, maman. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Élodie est enceinte. Elle me l'a dit la semaine dernière, juste avant que nous partions pour notre lune de miel. Elle a dit que c'était le moyen parfait de commencer notre nouvelle vie ensemble. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Un petit enfant. Un autre petit enfant que je ne connais très peu, être jamais si Élodie obtenait ce qu'elle voulait. De combien de mois? 2 mois, peu, être 3. Mathieu a essuyé ses yeux avec le dos de sa main. Elle parle déjà de quitter Lyon. Elle dit qu'elle veut élever le bébé quelque part de plus calme, plus familial. Mais maintenant, je me demande si elle ne veut pas simplement m'éloigner encore plus de toi. Les pièces du plan d'Élodie devenaient claires. Les fiançailles rapides, le mariage secret, la grossesse, le déménagement prévu, elle n'essayait pas seulement d'épouser Mathieu. Elle essayait de reconstruire complètement sa vie avec elle-même au centre et tous les autres relégués en marge. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demandai-je. Mathieu regarda par la fenêtre de la brasserie, observant le trafic matinal. « Je ne sais pas. Je l'aime, maman, du moins je crois. Mais je ne sais pas si j'aime qui elle est vraiment, ou juste la personne qu'elle prétendait être. Et le bébé est innocent dans tout ça. Quoi qu'il arrive entre Élodie et moi, cet enfant mérite un père. » Il se tourna vers moi. « Et une grand-mère, si tu veux bien l'être. » J'ai senti les larmes monter à mes yeux, plus que tout. Mathieu a souri pour la première fois depuis mon arrivée à Lyon. C'était pas son ancien sourire insouciant, mais il était réel. Alors on trouvera une solution. D'une manière ou d'une autre, on trouvera une solution. Mais même alors que nous étions assis là, planifiant une réconciliation timide, je savais que c'était pas fini. Élodie n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle avait trop investi dans sa vision de l'avenir pour la laisser s'échapper sans se battre.
Et les femmes enceintes peuvent être très, très dangereuses quand elles se sentent acculées. Mathieu et moi avons passé 2 heures dans cette brasserie, à parler comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Vraiment parler, pas les échanges superficiels que notre relation était devenue. Il m'a parlé de son entreprise, de ses peurs et de ses doutes, de son sentiment d'isolement même au milieu du bonheur qu'Élodie avait fabriqué. Je lui ai parlé de la solitude de ces dernières années, de combien ça m'avait manqué de faire partie de sa vie, de la fierté que je ressentais en le voyant réussir, même de loin. Quand nous sommes partis, nous nous étions mis d'accord sur quelques points. Premièrement, je débloquerai ses comptes professionnels immédiatement. Ses employés ne méritaient pas de souffrir à cause d'un drame familial. Deuxièmement, il aurait une conversation honnête avec Élodie sur les limites et le respect. Et troisièmement, nous reconstruirions notre relation lentement, prudemment, avec une communication claire au lieu de suppositions. Ce sur quoi nous n'étions pas d'accord, c'était ce qui se passerait si Élodie refusait de changer. J'ai débloqué les comptes depuis mon téléphone pendant que nous marchions vers nos voitures. Mathieu regardait par-dessus mon épaule pendant que je naviguais dans l'application bancaire autorisant la libération des fonds. Son soulagement était palpable. « Merci, dit-il. Je sais que tu n'étais pas obligé de le faire. Si, je l'étais. Il ne s'est jamais agi d'argent, Mathieu. Il s'agissait de respect. » Il a hoché la tête, la compréhension se lisant enfin dans ses yeux. Je t'appelle ce soir, après qu'Élodie et moi aurons parlé. Je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir, le tenant peu. Être un peu plus longtemps que nécessaire. Il semblait solide et réel dans mes bras, comme le fils que j'avais élevé et non l'étranger qu'il était devenu. Quand nous nous sommes séparés, il y avait des larmes dans nos 2 yeux. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri, plus que tu ne le sauras jamais. Je l'ai regardé partir, puis je suis restée assise dans ma voiture de location pendant un long moment, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Une partie de moi voulait aller directement à l'aéroport et rentrer en Normandie. J'avais accompli ce pourquoi j'étais venue, j'avais renoué avec mon fils, mais une autre partie de moi savait que ce n'était pas fini. Élodie n'allait pas accepter cette nouvelle réalité en silence. J'avais raison. Mon téléphone a sonné à 10 à 8h30 ce soir-là. Mathieu, sa voix tremblante et épuisée. « Maman, il s'est passé quelque chose. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Élodie est à l'hôpital. Elle a eu une sorte de crise. Elle a commencé à saigner et à avoir des contractions. Il pense que c'est être une fausse couche. J'ai fermé les yeux, sentant un poids familier s'installer dans ma poitrine. Le poids de la culpabilité que les mères portent, se demandant si nos actions ont causé une onde de douleur dans nos familles d'une manière que nous n'avions jamais prévue. Est-ce qu'elle va bien ? Elle est stable maintenant. Les médecins pensent que le bébé va bien aussi, mais elle doit rester alitée pendant la semaine prochaine. Mathieu fit une pause. Elle dit que c'est à cause du stress, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien sûr qu'elle disait ça. Élodie était beaucoup de choses, mais elle n'était pas stupide. Elle savait exactement comment utiliser cette situation à son avantage. Comment faire en sorte que Mathieu se sente coupable de l'avoir remise en question ? Comment se positionner comme la victime de l'ingérence de sa cruelle belle-mère ? Mathieu, dis-je prudemment, il faut que tu m'écoutes. Ce qui s'est passé aujourd'hui, notre conversation, la vérité qui a éclaté sur ces mensonges, c'était émotionnellement stressant, oui, mais le stress émotionnel ne provoque généralement pas de fausses couches. La plupart des complications de grossesse surviennent à cause de facteurs qui étaient déjà présents. Je le sais logiquement, mais elle te fait te sentir responsable quand même, silence, puis oui. C'est ce que font les manipulateurs, mon chéri. Ils prennent chaque situation et la tordent pour se faire passer pour la victime et tous les autres pour les méchants. Ne la laisse pas réécrire ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle veut que je coupe à nouveau le contact avec toi. Elle dit que c'est le seul moyen de protéger le bébé. J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans mon estomac. Et qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Une autre longue pause. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne sais plus ce que c'est. Si, tu le sais. Au fond de toi, tu le sais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Élodie dans ce lit d'hôpital, jouant probablement sur tous les tableaux pour reprendre le contrôle du récit. Elle utiliserait la grossesse, la peur, les ordres du médecin pour le repos au lit. Elle se positionnerait comme la victime fragile qui avait besoin de protection contre la méchante belle-mère qui avait causé tout ce traumatisme. Et Mathieu, coupable et effrayé, la laisserait probablement faire. Je me suis trompée sur ce point aussi. Le lendemain matin, Mathieu a appelé alors que je prenais un café dans le hall de l'hôtel. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-il sans préambule.
La nuit dernière, pendant qu'Élodie dormait, j'ai regardé dans son téléphone. Mathieu, je sais que c'est mal, je sais que j'ai violé son intimité, mais je devais savoir la vérité. Sa voix était stable maintenant, déterminée. Maman, il n'y avait pas de message supprimé de toi. Mais il y avait beaucoup d'autres choses. Quel genre de choses? Des messages à ses amis sur la façon dont elle gérait la situation Mathieu. Des captures d'écran qu'elle avait prises de mes applications bancaires. Elle était au courant de l'argent que tu m'envoyais, elle connaissait le compte professionnel, elle savait tout. Elle surveillait mes finances depuis des mois. Je me suis sentie mal. Quoi d'autre? Des recherches. Des recherches détaillées sur moi, sur toi, sur notre histoire familiale. Elle avait des captures d'écran de ta page Facebook. Remontant à 5 ans, elle connaissait la mort de papa, tes difficultés financières, chaque événement majeur de nos vies. Elle nous a étudiés, maman, comme si nous étions un projet. Oh, Mathieu, il y a plus. Elle est en contact avec son ex-mari, celui dont elle a divorcé il y a 2 ans. Ils s'envoient des textos régulièrement depuis le début de notre relation. Quel genre de textos? Rien de romantique, mais stratégique. Il lui donnait des conseils sur la façon de me gérer, comment m'isoler de mon système de soutien. Apparemment, elle lui a fait la même chose, l'a convaincue que sa famille était toxique, l'a fait déménager à l'autre bout du pays, l'a rendu financièrement dépendant d'elle. J'ai fermé les yeux. Le schéma devenait clair. Élodie n'était pas seulement manipulatrice, elle était expérimentée. Mathieu n'était pas sa première victime. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai déjà fait. J'ai déménagé ce matin pendant qu'elle était encore à l'hôpital. J'ai pris mes vêtements, mon ordinateur portable, mes papiers importants. Je suis dans un hôtel jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus permanent. Et le bébé? S'il y a un bébé, et s'il est de moi, je serai un père pour lui. Mais je ne resterai pas mariée à quelqu'un qui me ment depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Sa voix était ferme, résolue. Je demande le divorce, maman. Mathieu, tu es sûr? C'est une grande décision. J'en suis sûre. J'y ai pensé toute la nuit et je suis sûre. Je préfère être un père célibataire plutôt que d'élever un enfant dans une maison construite sur des mensonges et la manipulation. 2 semaines plus tard, j'étais de retour en Normandie, mais tout semblait différent. Mathieu m'appelait tous les 2 ou 3 jours, parfois juste pour discuter, parfois pour demander des conseils sur les avocats, les appartements, ou comment reconstruire une vie qui avait été soigneusement construite autour de l'agenda de quelqu'un d'autre. Élodie s'était remise de son alerte à l'hôpital. S'il n'y avait jamais eu une véritable alerte. Le divorce avançait, compliqué par la grossesse, mais il avançait. Elle avait essayé toutes les tactiques de manipulation de son arsenal. Les larmes, les menaces, les promesses de changer, les affirmations que le stress nuirait au bébé. Rien n'a fonctionné. Mathieu l'avait vu clairement maintenant. Et une fois que ce genre de clarté vous frappe, il est impossible de ne plus voir. Le développement le plus surprenant est survenu 3 semaines après mon retour à la maison. Mathieu a appelé avec une nouvelle qui m'a laissée sans voix. « Le bébé n'est pas de moi, dit-il. » Sa voix un mélange de soulagement et d'épuisement. Le test de paternité est revenu hier. C'est celui de son ex-mari. Comment est-ce possible? Apparemment, leur texto stratégique incluait des rencontres en personne dont je n'étais pas au courant. Elle assurait ses arrières, le gardant comme plan de secours pendant qu'elle travaillait à me sécuriser. Mathieu a ri, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Toute la grossesse n'était qu'une autre couche de manipulation. Comment te sens-tu? Soulagée surtout. Coupable de me sentir soulagée, mais soulagée. Ça veut dire que je peux faire une rupture nette. Pas de bataille pour la garde, pas de contact forcé avec elle pendant les 10 à 8 prochaines années. 6 mois plus tard, Mathieu a déménagé et s'est installé près de la Normandie. Pas pour vivre avec moi. Nous avions tous les deux appris l'importance de limites saines. Mais dans une petite ville à environ 1 heure de route, où il pouvait tout recommencer, reconstruire son entreprise, renouer avec la vie qu'il avait avant qu'Élodie ne la réécrive. Nous dînons ensemble tous les dimanches maintenant. Parfois, il cuisine, parfois c'est moi, parfois nous commandons juste une pizza et regardons de vieux films. Ce n'est plus comme quand il était enfant. C'est mieux. Nous parlons d'égal à égal maintenant, comme des adultes qui ont tous les deux fait des erreurs et en ont tiré des leçons. Le mois dernier, il a rencontré quelqu'un de nouveau, Sophie, une enseignante de la région, qui est gentille et authentique, et qui n'a jamais suggéré une seule fois que sa relation avec sa mère était inappropriée. Elle est venue dîner dimanche dernier, et après, alors que nous faisions la vaisselle, elle a dit quelque chose qui a fait chanter mon cœur.
Vous avez élevé un homme bien, Hélène. Il parle tout le temps de vous, de combien il vous respecte, de sa reconnaissance pour tout ce que vous avez sacrifié pour lui. J'ai regardé Mathieu qui séchait la vaisselle à l'évier et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Il était redevenu lui-même, la personne attentionnée, bienveillante et authentique que j'avais élevée, la personne qu'Élodie avait tant essayé de modeler en autre chose. C'est un homme bien, ai-je convenu. Il l'avait juste oublié pendant un certain temps. Cette nuit-là, en me préparant à aller au lit, j'ai pensé à Élodie. Je me suis demandé si elle essayait toujours de manipuler son ex-mari pour qu'il revienne dans sa vie ou si elle était passée à une nouvelle cible. Je me suis demandé si elle réfléchissait un jour aux dégâts qu'elle avait causés ou si elle était même capable de ce genre de conscience de soi. Mais surtout, j'ai eu pitié d'elle. Car en essayant de créer la vie parfaite en contrôlant tout le monde autour d'elle, elle était passée à côté de la chose la plus importante de toutes, l'amour véritable. Celui qui n'a pas besoin d'être fabriqué ou manipulé. Celui qui existe entre une mère et un fils, qui ont retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Celui qui survit même aux pires tempêtes parce qu'il est construit sur la vérité et non sur des mensonges. Je dors mieux maintenant. L'inquiétude qui me tenait éveillée, la peur d'avoir perdu mon fils pour toujours, a été remplacée par une confiance tranquille. Nous avions tous les deux tiré de précieuses leçons de l'expérience Élodie. Mathieu avait appris à faire confiance à son instinct et à valoriser les relations authentiques. J'avais appris que parfois, l'amour signifie se battre au lieu d'accepter silencieusement les mauvais traitements. Et ensemble, nous avions appris que la famille n'est pas quelque chose qui peut être brisé par la manipulation d'une seule personne. Les vrais liens familiaux ploient sous la pression, mais ils ne se cassent pas. Ils attendent juste patiemment qu'ils soient sûrs d'être à nouveau forts. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir, vous qui écoutez mon histoire, qu'auriez-vous fait à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.